Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être présents pour ce rendez-vous du Grand Likita, le débat de Radio Mandimbo. Un débat qui reçoit aujourd'hui M. Ngila Mgunga Kombo, qui est notre invité, Ngila Mgunga Kombo, qui tient une place très importante dans le monde politique congolais. Pour conduire ce débat autour de moi, M. Ngila Mgunga Kombo, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Autant vous êtes l'un de ceux qui firent la jeune élite congolaise post-indépendance, autant vous avez eu maille à partir avec ceux qui, très tôt, vous appelaient déjà vos compagnons de lutte. Quoique vous soyez membre fondateur du Conseil national de la Révolution, initié par le président Marien Ngouabi au lendemain de la démission d'Alphonse Massamba Deba et du Parti congolais du travail, vos prises de position jugées controversées ont souvent été réprimées par de nombreux séjours en prison, ce qui fait de vous un opposant emblématique. Je citerai que vous êtes celui qu'on condamne souvent à 40 ans de prison à chaque procès. Vous nous en direz pourquoi ce chiffre 40. Mais une chose est importante, après la conférence nationale souveraine et l'élection du président Pascal Lissouba, vous avez été ministre d'État aux finances, au budget, à l'économie, au plan, c'est-à-dire que vous étiez l'argentier par excellence de Pascal Lissouba. Dans le même temps, membre influent, sinon incontournable de l'UPADES, vous étiez l'un des durs du régime. Depuis 1997, avec le retour au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso, vous avez à nouveau opté pour un exil certes forcé, mais aussi actif, car vous êtes l'un des farouches opposants au régime de Denis Sassou Nguesso. À 67 ans, vous n'avez pas perdu de votre combativité, j'aurais pu dire acharnement sur les autorités du Congo-Brazzaville. En dépit de divers aliments à Sassou Nguesso enregistrés de ci de là, vous restez constant dans un idéal que nos auditeurs et les téléspectateurs qui vont vous suivre aimeraient connaître. Qu'est-ce qui fait de vous un opposant de choc? Pour paraphraser Sassou Nguesso, tout le monde peut revenir sauf Ngila Mgunga Kombo. Il a certainement ses raisons, mais je ne suis pas opposant de choc, je suis un opposant tout simplement. Opposant parce que je crois que ce qui se passe dans le pays est extrêmement préoccupant. Et tout homme de bon sens devrait être inquiété et être concerné de manière directe, surtout quand on est congolais. Je crois simplement que le monde a changé et tout le monde doit s'adapter, sinon il n'y aurait pas de progrès. Disons que quand en 68, j'étais très jeune, et donc, il s'est passé que le président Massamba Deba avait des problèmes avec la société congolaise, parce qu'il avait pris l'initiative de suspendre la Constitution et de la remplacer par une charte. Cela a fait que finalement la jeunesse congolaise et l'armée congolaise, on lui avait demandé de revenir sur la charte. Et puis finalement, il n'a pas partagé la manière dont les choses se sont passées, il avait décidé de se retirer. Mais le CNR, ce n'est pas Ngouabi qui en a eu l'initiative, c'est moi qui ai eu l'initiative et l'idée du CNR. Mais les militaires s'en sont appropriés pour en faire leur outil de commandement. Et quand il se concerne le PCT, c'est la même chose. J'ai eu l'idée du PCT, j'ai même donné le nom du PCT. On ne s'est pas entendu sur la manière de diriger le parti, de le centrer sur les préoccupations nationales. Ils s'en sont aussi accaparés, ils en ont fait un outil de domination affreuse. Parce que le pays n'a cessé d'enregistrer de régression sous le PCT. Et vous verrez que même quand on arrive à la démocratie, avec la conférence nationale souveraine, le PCT n'a pas été capable de s'adapter. Il a voulu absolument empêcher que la transition qui était admise pourtant de manière largement consensuelle par tous et qui était dirigée par le Premier ministre Milongo ne puisse aboutir. Et donc il a tenté plusieurs fois de renverser le Premier ministre Milongo. Et quand nous sommes arrivés, il a relancé sa machine parce qu'il voulait absolument tout contenir pour revenir au système du parti unique. Et donc je pense que quand dans un pays des choses comme celle-là se passent, et les gens de bon sens, ceux aussi qui pensent que leur pays est quelque chose d'important, doivent se soulever et se lutter contre. Donc je lutte contre toute forme d'injustice, je lutte contre le retour à la régression, je lutte pour que la démocratie revienne comme avait été acceptée et encouragée par la majorité de la population. Et c'est pour cela que je suis dans l'opposition. Donc je ne suis pas un opposant de choc, je ne suis qu'un simple opposant. Je crois que je fais mon devoir de citoyen, comme ferait n'importe quel citoyen. Je ne suis pas seul opposant non plus. Voilà, disons que vous êtes parti du Congo après l'avancée des troupes du président Sassou Nguesso qui avait renversé Pascal Lissouba.
quelle lecture, quel état de lieu faites-vous de ce Congo 10 ans après? Ben, il y a une situation désastreuse. Je crois que le Congo aujourd'hui est tout sauf un pays. Il n'y a absolument aucune règle. Il n'y a absolument aucune possibilité pour ceux qui commandent de construire qu'ils doivent prendre conscience de ceux qui se sont fourvoyés en venant mettre un coup d'arrêt brutal à la démocratie et qui logiquement ils devaient aujourd'hui, bon, s'ils étaient en mesure de faire un petit effort sur eux-mêmes pour tirer les conséquences de leur acte de banditisme. Parce qu'en fait, tels qu'ils sont comportés comme une association qui est politico-criminelle. En fait, c'est pas un groupe politique avec un programme précis, avec des objectifs et des ambitions pour leur pays qui est venu. Puisqu'en fait, il n'y a pas de raison de venir de cette façon-là s'ils avaient des intentions d'être un groupe de politiques responsables. Ils sont venus comme des gens qui avaient envie de certaines choses. Mais avoir envie de certaines choses, ne pas avoir des ambitions pour son pays. Donc vous voyez que depuis qu'ils sont là, le pays est dans une situation de désastre extraordinaire. On n'a jamais vu ça. Un pays qui est pratiquement en déperdition. Malheureusement, bon, tout le monde alentour regarde. On pense que ça n'arrive qu'aux autres. Justement, Monsieur le ministre, nombre de vos proches ont saisi cette main tendue du président Denis Sassou Nguesso qui pense qu'il est temps désormais de fédérer toutes les énergies pour un sursaut national. Et vous, par contre, vous restez dans l'opposition à tel point qu'à Brazzaville, même chacune de vos déclarations réveille les ardeurs, disons, militaires, si ce n'est que lorsque vous faites une déclaration du côté de Paris, à Brazzaville, c'est l'inquiétude. Je ne sais pas ce que vous appelez main tendue. Je pense que quand nous avons quitté le pays dans les conditions où nous l'avons quitté, on a très vite fait une déclaration qui demandait la réconciliation nationale. Et ça, nous le disons de façon répétée depuis 10 ans. Mais si en face de nous, celui qui est en face de nous ne veut pas de la réconciliation, on ne peut pas dire que quand les gens sont obligés dans ces règles et dans ces faveurs, que c'est un appel du pied ou une main tendue. Je crois que c'est une malice de quelqu'un qui pense que tout le monde doit se soumettre à lui. Le pays doit se soumettre à lui. Ceux qui essaient de relever un peu la tête doivent se soumettre à lui, comme ça il se sent hors. Il a, je crois, un problème avec lui-même, parce que se comporter de sa façon, c'est un problème pour soi-même. Ne pas admettre que les autres existent aussi, c'est un problème, parce qu'on ne peut pas vivre dans un univers où on est seul. Et quand on fait la politique, on doit savoir qu'il y a un pouvoir certainement, il y a aussi forcément une opposition. Et quand il y a une opposition, c'est quand l'opposition interpelle le pouvoir, c'est un certain nombre de problèmes qui sont avérés, réels et qui sont justifiés. On ne peut pas dire que, bon, il faut absolument que tout le monde rejoigne les rangs, comme ça on est d'accord sur tout. Si on a une société et joue à l'unanimisme, il n'y a pas de vie dans une société comme ça. La société ne peut pas avoir une musique avec une seule note. Une musique, pour qu'elle soit variée, agréable, il faut qu'il y ait plusieurs notes qui en fasse, disons, à la fois le génie du créateur, mais aussi le plaisir du cyclatone. Or, dans le cas d'espèce, M. Sassou est chef d'orchestre, tout le monde a dansé au rythme de son pas, et à ce moment, on dirait qu'on aime la paix. Attendez, si on aime la paix, on doit la construire dans la différence. Et si on n'aime pas la paix, on doit menacer tout le monde et obliger tout le monde à se soumettre, comme ça on pense qu'on a gagné. Mais vous savez, gagner la guerre n'est pas gagner la paix. La chose la plus dure, la plus difficile à gagner, et celle qui a le plus de mérite à gagner, c'est la paix. Mais elle n'est pas à la portée de tout le monde. Il y en a qui ne sont pas capables de gagner la paix, parce que ça ne rentre pas dans leurs préoccupations. Oui, monsieur le ministre, par rapport à votre statut d'opposant, vous avez essayé de nuancer, il ne s'agit pas d'une opposition de choc, mais une opposition ordinaire et donc classique, si vous voulez. Légitime, voilà, je vous conseille. Parmi les causes du désastre du Congo que vous évoquez tout de suite là, il y a ce que certains analystes appellent le manque de crédibilité de l'opposition congolaise, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, ce qui entraîne, ou ce qui peut être même la cause d'un manque de cohésion, d'une opposition de plus en plus dispersée. Quelle est votre réaction devant cette opinion qui qualifie l'opposition congolaise ainsi? Y aurait-il une opposition finalement au Congo? C'est à vous de dire. Hein. Si vous pensez qu'il n'y a pas d'opposition, non, monsieur, ça serait tranquille, à ce moment vous avez heureux et applaudir de demain pour lui. Mais je pense qu'il y a forcément une opposition. Il y a une opposition sourde qui ne s'exprime certainement pas parce qu'il a peur des fusils. Il y a aussi une opposition larvée des gens bon, qui pensent que on y va parce que peut-être qu'il faut manger. Mais bon, on y va
pas avec le cœur, on y va parce que ce n'est pas une nécessité. Est-ce que vous pensez qu'on peut rallier tout le monde de cette façon-là, gratuitement? Je ne crois pas. Le problème, c'est qu'il faut dire que, d'abord, quand on veut faire la politique, c'est un engagement personnel. Un engagement sur la base d'un certain nombre de convictions et qui est construit avec des principes et des objectifs. Mais si on veut vient en politique pour seulement se positionner, pour chaque régime être présent et avoir un Marocain, c'est autre chose à ce moment-là. Donc je crois qu'il faut regretter que les gens qui disent être l'élite dans notre pays ne puissent pas avoir suffisamment de tempérament, ne puissent pas être en mesure de privilégier le pays par rapport à leurs intérêts personnels immédiats, ne puissent pas non plus se rappeler qu'on est allé solliciter les voix des populations pour être élus. Et qu'à ce moment-là, ces populations méritent des égards. Et que nous leur devons, par rapport à la confiance qu'ils nous ont faite, nous leur devons de la leur rendre avec dignité pour qu'ils retrouvent aussi leur fierté. Mais si nous pensons que nous devons régler simplement nos problèmes, alors on ne peut pas être une opposition. Voilà pourquoi il faut que l'opposition se fasse avec un parcours qui est clair. Il affiche ses principes, il affiche ses objectifs et il se donne les moyens de faire aboutir la lutte. Je crois que ce qui manque à beaucoup d'entre nous, c'est cela. Pourquoi être opposant? On ne veut pas être opposant pour seulement se faire entendre et puis se faire appeler par le maître des lieux. On veut être opposant parce qu'on pense qu'on a des valeurs à défendre. On a un certain nombre de valeurs à promouvoir qui sont certainement nouvelles, mais on pense aussi qu'il y a les règles essentielles d'un pays qui doivent être respectées par tous. Et quand elles ne le sont pas, on doit interpeller tout le monde pour que les gens reviennent à la raison, à la logique du droit, à la logique de la légitimité du partage. Ce n'est pas partager des biens, mais c'est partager un sentiment de solidarité, c'est partager la fierté d'appartenir à un même ensemble géographique, partager aussi le fait que les ressources, quand elles arrivent à ce niveau, il faut les redistribuer pour que les gens puissent avoir une possibilité de se remettre en mouvement. Et puis, constater que les ressources du pays doivent profiter à tout le monde. Et non pas une catégorie de gens. Et donc, quand il se passe de choses telles qu'elles se passent depuis 10 ans, où il y a un groupe d'hommes qui se sont appropriés le pays de manière telle que le pays lui-même est devenu une vaste prison. En dehors d'eux, il n'y a personne. On devait s'inquiéter. Quand en face de lui, il n'y a personne, ça veut dire que partout à la mort, il n'y a pas de vie. Ça, c'est l'aspect de légitimité. Mais sur la cohésion, pensez-vous qu'il y a d'autres bras autour de vous pour vous accompagner dans ce combat? Que le Congolais sache qu'à côté de M. Nguila, il y a d'autres bras sur lesquels ils peuvent compter demain. C'est l'aspect cohésion. Cher ami, votre ami a posé une question en disant on a l'impression qu'on fait une déclaration, il y a comme un bruissement de guerre. Ça veut dire que les gens dans le pays, ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Sinon nos déclarations n'auraient pas autant d'efficacité. Donc je crois que le problème, c'est que la cohésion vient de la capacité des uns et des autres à accepter un consensus de principe, un consensus des objectifs. Et puis un consensus des actions à entreprendre pour aller à ces objectifs. Mais si les gens estiment qu'ils veulent être opposants, mais seulement pour attendre qu'on les appelle au moment où le maître des lieux voudrait les appeler, ce n'est pas des opposants. C'est une opposition de façade. Mais il y a aussi le fait que M. Sassou est maître dans l'art de vouloir absolument créer de fausses oppositions pour justifier ce qu'il fait au niveau de l'opinion internationale et dire vous voyez, je fais la démocratie, il y a même une opposition. Mais allez voir un peu dans ce qui se passe là-dedans, s'il y a une opposition. Et ensuite, lui-même l'a reconnu, il a dit que tout le monde peut rentrer sauf un tel. Et pourquoi il le dit? Parce qu'il pense que le pays lui appartient à lui et qu'un tel, qui ne sont pas d'accord avec lui, n'ont pas peur de fouler le sol de ce pays. C'est une vanité même, à mon avis, qu'il n'honore pas. Parce que s'il veut prétendre être le chef, il a dirigé le pays pendant 13 ans avant. Il le dit depuis 10 ans, ça fait 23 ans. S'il n'a rien fait en 23 ans, ce n'est pas un mois de plus qu'il fera quelque chose. Donc empêcher tous les autres qui, soi-disant, le gêneraient dans son action. Quelle action? Quelle est cette action que les gens ne voient pas, qui n'a pas de résultat, et qui fait que s'il faut qu'il y ait certaines personnes qui ne viennent pas pour que l'action se poursuive. Peut-être son action criminelle, de continuer à saboter l'économie nationale, de continuer à réduire les libertés et de continuer aussi à saccager la vie des populations. Parce qu'aujourd'hui, on meurt pour tout. Si on meurt pour tout, il n'y a plus de pays.
Monsieur Mila Ngonga, vous avez dit que le Congo ressemble à une vaste prison. Oui. En matière de droits de l'homme, je ne dirais pas que vous avez donné votre part. Mais aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un événement, on vous cite. Pensez-vous accéder, revenir au pouvoir par les armes ou vous comptez sur le processus démocratique, ce qu'on vous reproche jusqu'à ce jour, de ne pas vouloir respecter en envoyant à plusieurs reprises des mercenaires attaquer le Congo-Brazzaville? Vous savez, le pouvoir n'est pas aussi fort que ça. Si j'avais été amené d'envoyer des mercenaires, ils seraient partis depuis longtemps. Franchement, je ne vois pas une armée qui ne ressemble pas à une armée, ne peut pas défendre un pouvoir qui n'est là que par le fait que les Congolais, d'une certaine manière, ont démissionné de leurs responsabilités. Franchement, de toutes les façons, quand on veut prendre le pouvoir avec la légitimité du populaire, on n'a pas besoin de recourir aux armes. On recourt aux armes quand ça s'impose. Quand ça s'est imposé en 1998, les populations ont pris les armes parce qu'on les a acculés à l'autodéfense. Et depuis, bon, les populations ont accepté d'aller sur une table, à une table de négociation, pour qu'il y ait un cessez-le-feu, une cessation des hostilités. Mais ce n'est pas la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, on dit, je veux les amadouer, ils vont accepter le cessez-le-feu, et je fais ce que je veux. Alors, quand c'est comme ça, parce que pour s'entendre, il faut être deux, au moins. Mais quand il y a un qui pense qu'on peut s'entendre avec l'autre, le refuse, il y a problème. Mais le problème, c'est le côté de M. Sassou qu'il fallait voir. M. Sassou a un problème avec lui-même, parce qu'il n'arrive pas à comprendre qu'on ne peut pas construire un monde tout seul. Il n'arrive pas à comprendre qu'on ne peut pas construire le monde d'aujourd'hui à partir de ses seules volontés. Il a un problème avec lui-même, qu'il ne pas être capable de s'adapter à l'évolution. Il a un problème avec le pays. Monsieur le ministre, oui. Vous dites qu'il ne peut pas construire le pays tout seul, oui. Mais vous, jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas envie de travailler avec lui. Vous voulez prendre la place. Attendez. Quand je dis de construire le pays tout seul, je ne veux pas dire qu'on doit partager le pouvoir avec lui. Je n'ai vraiment pas l'intention d'aller dans le gouvernement de M. Sassou. Ça ne m'a jamais tenté à ce instant. Ni sous Sassou 1, ni sous Sassou 2 et 3. Donc franchement, ce n'est pas juste que je changer d'avis. Non. Construire le pays tout seul, parce que quand il y a un pouvoir, il y a une opposition, l'opposition contribue à l'évolution des valeurs, des idées, à la promotion des valeurs et à conforter les règles de la démocratie. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de démocratie parce que sinon je vais être gêné, ça veut dire qu'on veut être tout seul. On veut avoir tout l'espace pour soi, mais pour faire quoi? Depuis 10 ans qu'il a tout l'espace pour lui, je ne sais pas ce qu'il a proposé, encore moins ce qu'il a apporté. Donc je crois qu'il faut être logique, il faut dire, quand on dit qu'on ne peut pas, quand on fait de l'exclusion, c'est la voie ouverte au désordre. Parce que quand vous excluez les gens, vous les excluez dans leur droit alimentaire. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont quand même accepter ça tout le temps? Mais quand vous acceptez de considérer que la différence seule est une dynamique importante pour faire avancer la société, à ce moment-là, il se crée dans notre pays des synergies, il se crée un consensus, et les gens apportent chacune leur façon de faire. Et quand la démocratie est l'expression des populations, et les populations choisissent qui doit diriger. Si lui ne dirige pas, moi je ne dirigerai pas. En tout cas, pourquoi vous ne dirigez pas? En dépit de ce qu'au Congo, la doctrine de Mao a toujours fait corps, le pouvoir est au bout du fusil. Aujourd'hui, c'est l'alternance, mais pour qu'il y ait alternance démocratique, il faut avoir une machine, un appareil politique. Le vôtre, c'est l'Union patriotique pour la défense de la démocratie sociale, l'UPADS. Que reste-t-il de l'UPADS quand on sait que le navire UPADS va quelque peu à volo, sinon qu'il tente d'amarrer sur les terres de Denis Sassou Nguesso? Que reste-t-il encore de ça? Je crois qu'il ne faut pas insulter la mémoire de Mao Tse-tung qui a beaucoup de mérite quand même pour avoir fait avancer une société aussi immense que la société chinoise. Non, je crois que le pouvoir politique, c'était l'instant de la guerre de libération, mais après ils se sont mis à construire. Ils se sont tellement mis à construire que vous les voyez aujourd'hui. Hein. Ils sont aujourd'hui une menace pour tout le monde. Parce qu'ils apportent des choses que les autres n'étaient pas capables d'apporter. Ils ont contribué à l'évolution de la société, ils ont contribué à apporter la liberté un peu plus à tout le monde. Bon. Et les autres qui ont voulu, si vous voulez, emprunter ce discours, ne savent pas quel est son contenu finalement. Parce que quand on les voit faire, le bout du fusil, ce n'est pas toute la vie. Le bout du fusil, c'est un parcours. Et après, ils sont capables de construire sans le fusil. Ils n'ont pas été capables de le faire. Ils n'ont que le fusil depuis. Est-ce que le fusil peut être construit? Le fusil est manié par des hommes. Quand les hommes refusent de le manier, il n'est plus opérationnel. Et donc, je crois que cette espèce d'aberration, pour ce qui les concerne, et non pas pour Mao, qui a montré qu'il était les possibilités d'aller avec le fusil vers une liberté, et c'est aller avec le fusil pour s'approprier la société.
Alors quand on s'approprie la société au détriment des populations, qu'est-ce qu'on donne aux populations? Maintenant, pour arriver à l'UPADES, vous savez, quand les partis se sont construits au début des années 90, c'était bon, ils ont eu une surprise générale pour beaucoup d'entre des gens qui étaient dans un parti unique, qui à un moment donné, ils ont pensé qu'ils avaient besoin de s'exprimer, ils sont allés dans des partis dans lesquels ils ne partageaient pas forcément les principes de base, encore moins les doctrines. Et bien sûr, bon, ben, ça leur a permis d'être aux affaires. Et comme ils ont été aux affaires, ils ont du mal aujourd'hui à s'adapter à ne plus être aux affaires, parce que je crois qu'ils sont incapables de se sentir hommes sans avoir un titre. Et donc, quand il y a comment on pourrait appeler ça, une espèce de vagabondage permanent de la classe politique d'un parti à un autre, ce n'est pas un trait de vie d'une démocratie, c'est un trait mortifère pour la démocratie. Donc, je crois que ceux qui ont pris sur eux la responsabilité d'aller vers le pouvoir en utilisant abusivement les tickets qui paraissent, ils connaissent bien les limites de ce qui se passe dans le pays, dans le terrain, sur le terrain. Comment est-ce que les militants de l'UPAD l'ont perçu? Comment est-ce qu'ils les ont reçus? Je crois qu'ils ont fait un congrès, qu'ils ont fait entre eux. Ils n'ont accepté absolument aucune règle de base de la préparation du congrès. Ils n'ont pas fait de congrès de fédération. Ils n'ont pas fait d'assemblée des sections pour aller aux fédérations. Alors ils sont allés avec une délégation, je ne sais pas comment ces délégations étaient composées. Ils étaient composés des noms qu'ils ont alliés, des gens dont ils avaient connaissance, ou des gens qu'ils ont endormis pour en abuser. Mais puis finalement, au bout du compte, depuis qu'ils ont fait leur congrès, ils ont déclaré qu'ils voulaient aller dans le gouvernement de Sassou. C'est la mission de l'UPADES d'être dans le gouvernement de M. Sassou. Ils ont déclaré qu'ils allaient dans le gouvernement de M. Sassou. Ça veut dire qu'ils avaient été finalement préparés, parce que M. Sassou a une idée en tête. Il veut faire un grand rassemblement, un parti unique qui ne dit pas son nom. Faire un grand rassemblement avec ses anciens amis qui sont allés dans d'autres partis, pour les ramener à lui, et saboter le PCT. C'est là qu'il y a le conflit justement au niveau du PCT entre deux groupes. Ceux qui se disent vouloir conserver la maison PCT et ceux qui veulent absolument ouvrir pour aller avec d'autres forces, si force il y a. En fait, c'est plutôt des individualités. Et puis bon, faire une espèce de photo de famille nouvelle, dire nous avons un grand parti, c'est le premier. Je ne sais pas depuis quand le PCT est le premier parti du pays, puisqu'il n'a jamais gagné une élection. Normalement. Justement, parlons d'élection, Monsieur le ministre, il y a qu'en juin prochain, il y a une législative au Congo. Or, c'est déjà la base de la reconquête du pouvoir législatif. Alors, est-ce que l'UPADES sera présente à ces législatives? Est-ce que ce sera une UPADES fédérée? Est-ce qu'il y aura des UPADES pour ces élections? Et comment, finalement, les jeux seront-ils destinés? Pour compléter, Monsieur le ministre, aujourd'hui, vous reconnaissez qu'il y a eu un congrès du PADES sur place, localement. Comment allez-vous gérer la relation avec ceux qui ont tenu congrès à Brazzaville et vous qui vous réclamez de l'UPADES légitime? Écoutez, c'est plutôt eux qui doivent chercher à savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir, parce qu'ils ont fait un congrès contre la base du parti. Ils sont reconnus par personne, ils n'ont absolument aucune légitimité. Ils n'ont même pas de légalité, puisqu'ils n'ont pas suivi les procédures normales statutaires. Donc c'est eux qui ont un problème, c'est pas moi. Moi, je crois que je suis allé sans symbiose avec la base du parti, et donc à raison de cela, je crois que de la même façon qu'en 2002, l'UPADES n'avait pas participé aux élections, je ne veux pas préjuger sur quoi que ce soit, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui sont élémentaires, qui devraient être faites. Parce que toutes ces populations à qui on va solliciter des voix, qui sont éparpillées dans les zones en haut de leur zone naturelle de résidence, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas encore réinstallées? Qu'on réinstalle ces populations? Qu'on fasse le recensement, parce que les gens qui avaient entre 13 et 17 ans, en 2002, ont aujourd'hui entre 18 et 22 ans. C'est quand même une masse importante de jeunes qui sont accès au vote. Est-ce qu'on les connaît? Il faut les connaître. Il faut leur donner le statut normal de vote en leur donnant une carte d'identité et une carte électorale. Est-ce que M. Sassou est prêt à faire cela? Mais il y a un autre problème beaucoup plus important. Est-ce qu'on peut se permettre d'ignorer la réalité? La population veut la réconciliation du pays, mais juste à sauver la défiance dans le pays. S'il n'y a pas de réconciliation, comment voulez-vous que la population s'exprime normalement pour choisir ses dirigeants? Si les gens qui sont allés en exil ne repartent pas au pays, c'est normalement des gens qui sont dehors. On n'a jamais vu les peuples congolais éparpillés de cette façon. Ils sont dans tous les continents. Ce n'est pas qu'on n'a pas envie que les Congolais voyagent,
mais ils voyageaient pour leur plaisir. Maintenant, ils sont obligés de s'installer à des endroits qu'ils n'avaient pas choisi d'habiter. Il faut que ces gens viennent chez eux. Il y a des médecins, des ingénieurs, des hommes de grande formation dont le pays a besoin. Et si ces gens-là ne viennent pas, si ces gens-là qui sont les leaders ne participent pas à l'évolution de la société, qu'est-ce que M. Sassou va encore nous proposer? Il y avait la nouvelle espérance qui est devenue la nouvelle désespérance, mais il y a quoi? Oui, monsieur le ministre, en même temps que vous êtes en train de lancer une sorte d'appel à ceux qui sont sur place, mais ne craignez-vous pas une des tactiques de nos dirigeants africains, c'est-à-dire d'octroyer eux-mêmes la légitimité d'une faction d'un parti en principe rebelle par rapport à la souche, et demain on assistera à une participation de légitimer par le pouvoir en place et donc par la Constitution qui est en vigueur, derrière la Constitution, je veux dire. Mais le pouvoir ne peut pas légitimer un groupe. C'est la population qui légitime. Ça, c'est une des tactiques de nos dirigeants. Oui, certainement, mais le débauchage, il le fait depuis longtemps. Vous avez dit tout à l'heure, tout à fait au début, qu'il y a une ordre de gens qui se déplacent, qui vont d'un côté vers l'autre pour aller s'associer à un pouvoir. Donc, ça c'est établi qu'il a créé un système de débauchage en affamant les gens, en les humiliant, pour leur dire, venez, il y a un peu de gâteau pour vous. Ils ont couru en masse. Mais au-delà de ça, vous savez, la légitimité, si elle est conférée par la population, les gens peuvent faire autant d'élections qu'ils veulent. Ils s'auto-légitimer autant qu'ils veulent. M. Sassou s'était auto-légitimé en 2002, après s'être autoproclamé en 1997. C'était autoproclamé président, contre toutes les règles qui avaient été établies et reconnues par la conférence nationale. En 2002, il a senti l'intérêt de se faire légitimer. Il s'est auto-légitimé parce qu'il a élections avec quoi? Dites-moi quel candidat de poids il y avait à ces élections, puisque le dernier qui devait se planter s'est retiré, M. Menongo s'est retiré au dernier moment. À 2 ou 3 jours de la fin, il a dit qu'il ne partageait pas ce qui se passait, il s'est retiré. Il y a eu quoi? Quelques individus qui l'ont accompagné pour qu'il justifie qu'il a été élu. Si on peut appeler ça légitimité, je crois qu'on doute. Je sais franchement, monsieur le ministre, revenons à l'UPADES, ceux qui sont allés au congrès de Brazzaville ont dit qu'il avait reçu le blanc-seing, sinon les pleins pouvoirs de Pascal Lissouba. Ce que vous contestez, y aurait-il donc un bicéphalisme au sein de l'UPADES? Il n'y a pas de bicéphalisme du tout. Il y a l'UPADES et puis il y a les gens qui sont des usurpateurs. Quand on est prédateur, et je crois que les gens doivent connaître ces choses-là mieux que moi. Quand on est prédateur, on ne peut pas être propriétaire autant que celui qu'on va abuser ou qu'on veut détourner. Je ne pense pas qu'on considère que M. Lissouba soit comme quelqu'un qui fait la promotion dans un parti, à la fois de la division et de l'appropriation familiale. Donc je crois que c'est une insulte à M. Lissouba de vouloir donner l'impression qu'il a accepté ce qui s'est passé. Alors que tout le monde sait que ces gens-là ont fait des fous. Tout le monde sait qu'ils ont écrit des papiers, qu'ils ont apposé une signature qui était autodafée par... Avec l'informatique, on fait ce qu'on veut. Hein. On n'a pas vu une langue qui brillait, qui était toute neuve, qui était directe. Donc ce n'était pas de papier de base. Bon, alors quand on a ça, je voudrais poser une question. Vous pensez que si vous avez un enfant, s'il n'est pas capable de se doubler par lui-même pour devenir homme, il attend votre héritage, il n'y a pas un problème? En tout cas, si les gens veulent faire de la politique en ayant forcément l'appui et la vie de M. Lissouba, ils ont un problème eux-mêmes. M. Lissouba, c'est un ami qui est aussi un frère en politique pour moi. On est ensemble depuis plus de 40 ans. Mais je n'ai pas besoin que M. Lissouba me porte son appui pour forcer ma jeunesse prime. Et eux, ils ont besoin de ça. Ça veut dire qu'ils ont un problème. Ils veulent absolument aller auprès des populations, montrer qu'ils viennent à eux. Il faut qu'on les accepte parce qu'ils ne sont pas dit de le faire. Attendez. Et puis, vous savez ce qu'ils ont fait de pire. Ils ont voulu prendre M. Lissouba comme un népotiste parce qu'ils ont mené son dernier gosse et sa première fille pour montrer qu'ils étaient venus avec la complicité de leur père. Et donc, si c'était lui qui les avait vraiment mandatés, quel message il a envoyé? Vous trouvez en cela une allégeance ou pas? De qui? C'est plus une allégeance. C'est eux, c'est M. Ngamassa qui est parent de M. Lissouba par le village, qui a amené la première fille de M. Lissouba et le dernier fils de M. Lissouba pour dire je vous amène en vacances. Et il vous amène pour vous amener un congrès. Si vous appelez ça, le poids du parti n'est pas héréditaire, le poids du parti est démocratique. C'est le sujet de ce débat, de cet échange. On va parler économie. Vous avez parlé d'héritage. L'héritage du congrès aujourd'hui se chiffre en dette. Une dette que vous avez connue
et une dette qui n'a pas arrêté de monter. Bernard Bikindou